pour l'écriture du livre Les leçons du pouvoir qui sort aujourd'hui. Il prend la plume pour faire son propre inventaire et gratigne au passage le président Macron. On en parle avec la journaliste Carole Barzon et le conseiller en communication Gaspard Ganzer. En quelques mois, Guillaume Pelletier a su s'imposer dans le trio de tête des Républicains. Le député, patron des Populaires, a une ambition, réformer la droite. Vaste programme, lui rétorqueront peut-être Zemmour et Nolot, il sera sur notre plateau. Pour parler de la contre-offensive médiatique d'Emmanuel Macron face à la contestation sociale, Thomas Guénolé nous rejoindra et il s'y connaît. Le politologue insoumis a notamment travaillé sur le taux d'exposition médiatique du président et il en a des choses à dire. La laïcité n'a pas pour fonction de nier le spirituel, a affirmé le président devant la conférence des évêques de France, en s'employant à resserrer les liens entre les catholiques et la République. À gauche, c'est le tollé, on en parle avec Jean-Pierre Mignard et Laurent Bouvet. Et puis il y aura aussi bien sûr les carnets secrets d'Alba Ventura et la super semaine de Sandrine. Bonsoir monsieur, bonsoir Zemmour, bonsoir Nino. Alors une petite mise au point, Zemmour d'abord. Les gens par grappe nous demandent, nous interpellent sur les réseaux pour nous demander si vous avez des comptes, un compte Twitter. Oui, là vous avez vos deux petites rides d'incompréhension, comme George Bush à la maternelle quand on lui apprend qu'il y a un avion qui est rentré dans l'écran. Alors, est-ce que vous avez une fois pour toutes un compte Twitter ou Facebook ou je ne sais quoi? Et pourquoi vous n'en avez pas? Ah, donc vous connaissez déjà la réponse. Donc je n'en ai pas. Oui, on essaie de gagner un peu de temps, c'est un peu long. Non, je ne serai pas long du tout. Je n'en ai pas. Ouais, je ne peux pas être plus long. Et pourquoi? Pourquoi alors? Parce que d'abord, je n'aurai pas le temps de m'en occuper et que j'ai pas envie, j'ai pas envie de m'exprimer comme ça à tout bout de champ sur tous les sujets. Vous préférez vous exprimer ici? Mais je m'exprime déjà assez. J'ai RTL, j'ai le Figaro. Non, mais c'est vrai. Et vous avez ici. J'ai de la chance d'avoir des relais et des. Je suis d'accord avec Zemmour, il s'exprime déjà assez. Ça nous fait un point d'accord. Alors, une petite courriel, justement, d'un ami, de Rémi, qui vous dit: messieurs, chers Eric, dimanche, Emmanuel Macron sera interviewé par Edoui Plenel. D'après vous, lequel tend un piège à l'autre? C'est rapide parce qu'on va en reparler après avec Thomas Guénolé notamment. Non, mais c'est un bel affichage. De part et d'autre. Et puis moi je trouve que c'est un exercice démocratique utile. Mais est-ce qu'il faut à chaque fois tout présenter sous la forme d'arrière-pensée, qu'il y a un double fond? Moi je trouve que c'est une démarche très intéressante. D'habitude quand c'est des journalistes un peu attitrés, on le reproche. Donc là il faudrait faire le reproche inverse parce que c'est Plenel et Bourdin. Moi je suis curieux de l'exercice. Voilà, ça vous plaît, vous, Zemmour? J'aurais préféré que ça soit Zemmour et Nolot, c'est tout. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça aurait été bien avec vous. Ça m'amuse beaucoup. Je pense que moi, à chaque fois que je suis face à Plenel, le thermomètre monte. À tel point qu'il ne veut plus venir ici, je vous signale. Ça, c'est son problème. Hein. Merci, c'est exactement ce que j'allais dire. Bravo. Ça prouve qu'il a jeté l'éponge, comme on dit en boxe. Maintenant, on verra bien l'échange entre lui et Macron. Je pense que ils ont beaucoup plus de points d'accord qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. On va en parler tout à l'heure. Allez, messieurs, je rappelle, réseaux sociaux toujours, que vos amis et tous vos ennemis peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le mot dièse ZNPP. C'est maintenant l'heure du match. Après le nouveau bombardement à l'arme chimique samedi de la ville de Douma, avec ces images de femmes et d'enfants gazés en détresse dans les hôpitaux, Paris et ses alliés peuvent-ils encore rester inertes? En Syrie, voilà Emmanuel Macron au pied du mur. Regardez. Il n'y a pas de diplomatie crédible si de telles atrocités ne donnent pas lieu à une réponse forte, unie et résolue de la communauté internationale. Il faut, dans une concertation avec les États-Unis, avec les Européens, je suis convaincu, une intervention. Je ne pense pas que des frappes punitives, c'est-à-dire d'ajouter la guerre à la guerre, constituent une avancée pour la paix. Supposons que dans ces frappes promises, en tout cas par le président Trump et par le président Macron, on se heurte aux avions russes. Qu'est-ce qu'on va faire? La guerre à la Russie? Donc c'est trop tard en fait. Ce que vous bien dites, sûr que c'est trop tard, soyons-le. Bien sûr que c'est trop Washington tard. C'est et Paris. scandaleusement trop tard. Si on m'avait dit que je serais un jour d'accord avec Bernard Kouchner, alors là...
C'est un jour historique. Là. Tu vieillis, De Zemmour. ma vie, je n'ai jamais été d'accord avec Bernard Kouchner. Oui, c'est vrai. Même C'est si on- extraordinaire. Là, ça, je dois dire que là... Non, mais si on élargit la perspective, on s'aperçoit que la France, sur le dossier syrien, a toujours agi à contretemps. C'est-à-dire qu'on s'est exclu du jeu diplomatique quand le jeu diplomatique avait encore un sens, et puis on a été en pointe pour une intervention militaire en 2013, et puis on a été lâché en race campagne par les alliés anglais et américains, et donc on a abandonné. Donc on a eu tout faux dans le dossier syrien, on n'est pas les seuls, et ça donne la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut encore sauver notre honneur et sauver peut-être quelques Syriens au passage. Sauver notre honneur, la première manière de le faire, c'est en effet de respecter la parole présidentielle. Devant Poutine, en plus, Macron a dit que la prochaine fois qu'il y aurait des attaques chimiques avérées, il y aurait une riposte militaire française. D'ailleurs, il n'a pas parlé d'alliés, il a dit que la France frapperait. Il ne s'est pas embarrassé d'autre chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire savoir à Assad qu'il sera tenu responsable des crimes passés, présents et à venir, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, pas seulement les armes chimiques, mais l'usage systématique du viol, de la torture, etc. Donc moi je suis pour un bombardement symbolique d'abord du palais présidentiel d'Assad pour personnaliser un peu le débat. Ah, parce que vous êtes sûr que ça... Ah, bah voilà, mais ça... non, Voilà, attends, mais ça c'est un deuxième c'est point. Je finis. Et quelques objectifs militaires. Si on laisse passer des agissements aussi graves, ben c'est la fin. Autant se désintéresser complètement. On le laisse passer depuis 2012. Ben voilà. Il y a peut-être un moment où il faut cesser de laisser passer des actes aussi graves. Après, sur l'objection de Zemmour que je... Alors attendez, il va la voilà, faire. c'est ça, et vous allez- que je vois venir, je le laisse d'abord développer sa pensée. Allez-y, c'est moi. Bon, alors... Et traduire Assad devant le TPI. Puisque tout le monde là, mais moi je ne reconnais pas de légitimité au TPI, comme tu le sais. Tribunal pénal international. Oui, pardon. Écoutez, moi d'abord, ça fait, je sais pas, 15 ans, 20 ans, non, depuis Timișoara. Timișoara, c'était en 89. Donc ça fait combien? 20 ans? 30 ans? 30 ans. Bah, ça fait 30 ans. Bah oui. Je ne crois plus à ces mises en scène médiatiques de l'horreur. Je veux dire par là que Timișoara m'a appris, vous vous souvenez? Oui, oui. Bon. Un faux charnier. Un faux charnier. Un faux charnier. Donc maintenant, moi, il y a aussi Saddam Hussein qui tuait les enfants dans les maternités. Tout ça d'ailleurs est une vieille histoire. Vous savez, on disait que les Allemands tuaient les bébés en 14. Déjà, c'est toujours la même chose. Donc moi, je me méfie beaucoup. Souvenez-vous, pendant les guerres de Yougoslavie, on attribuait à l'un ce qui était en fait monté par les autres. Qui te dit, Nolo, que ce ne sont pas en l'occurrence les islamistes opposés à Assad qui ont fait ça? Tu n'en sais rien. Je te laisse finir. Non, mais ouais. c'est un sac de nœuds, cette guerre, de toute façon. Quand tu me dis les soldats syriens qui violent, etc., je suis sûr que tu as raison. Je suis sûr que les autres font la même chose, voire pire. Ouais. Moi, je ne veux pas prendre parti dans qui se violent et qui se tuent entre eux. Ce n'est pas mon affaire. Alors, maintenant, deuxièmement, pour la France, tu as tout à fait raison sur un point. On a tout à contretemps. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu l'as pas dit. C'est parce qu'on a écouté ton discours humanitaire. Ah. Oui. C'est moi le responsable. Ah bah c'est toi le responsable, toi et tous les tiens, qui ont expliqué qu'Assad était pire qu'Hitler. Comme Saddam Hussein était pire qu'Hitler, comme Kadhafi était pire qu'Hitler, comme Nasser était pire qu'Hitler. On en a depuis 50 ans des Hitler, on en a. Pas dit ça. Non, si, sur le moment de l'intervention de 56, mais peu importe. Mais oui, c'est un peu ce que tu as dit. Tu dis Poutine est pire qu'Hitler non, aussi. j'ai pas dit ça. Mais oui, tu sais très bien que c'est l'idée à chaque fois que vous avez tous en tête là, toi et ta famille. et que donc je ne vois pas ce qu'on irait faire là-dedans. Alors maintenant, il va envoyer 3 rafales, on va balancer 3 bombes, tout ça va être ridicule, ne sert à rien. Et comme l'a dit très pertinemment Kouchner, je disais donc c'est la première fois de ma vie on va encadrer que je suis cette d'accord phrase. avec Kouchner, on ne pourra le faire que parce que les avions russes gentiment regarderont ailleurs. C'est ça la réalité. Et qu'on va téléphoner, on va faire comme les Israéliens font avec Poutine, c'est-à-dire qu'avant de balancer des bombes, on va téléphoner à Poutine, on va lui dire gentiment, est-ce que on pourrait mettre une bombe là, s'il te plaît, que tu fasses semblant de ne pas regarder? Et Poutine va dire, oui, bien sûr. Que tu enlèves tes hommes. Est-ce qu'on peut évidemment, c'est la même on chose. en a On peut reprendre ça globalement. C'est ça la réalité, Nolo, excuse-moi. Et rapidement. D'abord, l'argument de Ça Timișoara. te plaît pas tout ça, mais bon. Évidemment que ça me plaît pas. Bah oui. C'est même l'objet du débat. L'argument de Timișoara bidonné, c'est intellectuellement zéro. C'est-à-dire, il y a eu un bidonnage une fois, donc tout est bidonné. Non. Donc zéro. J'en ai cité d'autres. La Yougoslavie, l'Irak, tout ça, c'est Il y a des gens du sur bidon. place, c'est documenté. Les attaques chimiques sont documentées. Mais Première chose. qui a balancé les bombes, t'en sais rien. D'accord. Deuxième chose, moi je trouve qu'il y a une seule manière d'ajouter l'horreur à l'horreur, l'ignominie à l'ignominie, c'est tous ces discours
complotiste et même négationniste qui se développe. C'est-à-dire, les victimes ne sont pas des victimes, tout ça c'est bidon, tout ça c'est des mises en scène. Moi je trouve ça indigne. Évidemment, toi tu n'es pas un humaniste. Oui. Voilà. Moi je suis un humaniste. Donc moi je pense aux grand bien individus. te fasse, grand bien te fasse. Quand des gens, des enfants, des femmes, des civils sont gazés, agonisent devant les yeux, toi tu peux me dire, j'en ai rien à foutre à l'échelle de l'histoire, c'est pas mon problème, moi c'est mon problème. En tant qu'humaniste, et tu as raison, c'est le fond de l'affaire. Voilà, exactement. Moi, j'essaie de sauver de l'homme ce qui peut être sauvé de l'homme. En te lavant les mains, toi, tu fais le contraire. Et en te référant à je ne sais quelle théorie complotiste, tu aggraves encore. Je me réfère à aucune théorie complotiste, des faits, Timisoara, l'Irak, tout ça, c'était du baratin. Les guerres de Yougoslavie. Non, il y a eu 2 cas de baratin et tu as 500 cas avérés, comme les cas de torture ou de viol systématique, tout ça est documenté. Mais tu crois pas tout balancer à la mer. Et tu crois que Daesh en face, c'était des... Moi, je ne compte pas sur avec Daesh. des fleurs. Mais je ne compte pas sur Daesh, moi. Mais alors c'est la guerre. Je ne compte pas sur Daesh et je ne soutiens pas Daesh. C'est la guerre entre vous aussi, puisque Heureusement, c'est l'heure du second match, messieurs. Oui, je crois qu'il est temps. Il est temps, oui. Réforme des institutions. François Bayrou prépare la riposte. Partisan d'une proportionnelle à 25%, le président du MoDem n'a pas obtenu gain de cause. Alors, Nolo, est-ce qu'Emmanuel Macron a désavoué son ancien soutien, François Bayrou? Moi, j'inverserais le raisonnement, la question. Je dirais que Bayrou est au macronisme, parce que Dindon est à la farce. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, il faisait basculer le sort de l'élection présidentielle en soutenant Macron. Moi, je pense que ça a été la clé de tout. Et ensuite, tout allait bien. Il était même considéré comme une sorte de vice-président. Il avait un statut tout à fait à part. Il était à la fois ministre et vice-président. Ensuite, l'adage selon lequel la roche tarpéienne est proche du Capitole s'est vérifié. Il y a d'abord eu des élections où la République En Marche a eu la majorité absolue, donc l'importance de Bayrou est très, très relativisée. Il s'est fait éjecter du gouvernement au nom de l'exemplarité. Et maintenant, ce qui était quand même la base de son accord, parce que c'est ça qui fait le nœud de l'affaire, sa base de son accord avec Macron, c'est-à-dire la réforme institutionnelle, est jeté aux orties. Il a pesé de tout son poids auprès de Macron, je parle de Bayrou, il n'a pas été écouté. Donc effectivement, il a de quoi être amer parce qu'il s'est fait rouler dans la farine. Macron était tout sucre et miel quand il avait besoin de lui. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de lui, du moins en apparence. Donc le rapport de force lui est très défavorable et il n'a d'autre choix que de subir. Donc ça a été une lente dégringolade par palier, donc le dindon du macronisme. Le cocu, tu veux dire? J'ai pas osé prononcer le mot. Il faut dire, c'est l'Algérie française, quoi. Je vous ai compris, vous voulez dire? Bah oui, c'est la politique, quoi, voilà. Maintenant, moi je suis assez content qu'il ait perdu. Parce qu'il faut bien comprendre que si il avait eu gain de cause avec ses 25% de proportionnel, peut-être... C'est pas encore complètement... Je sais bien. S'il avait eu gain de cause... S'il avait gain de cause, oui. Ça serait quand même toute la Ve République déjà bien abîmée qui irait par terre. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus de majorité sûre à l'Assemblée nationale, le président n'a plus le pouvoir qu'il a dans l'esprit des institutions de la Ve République. Alors, je sais d'avance que Bayrou, s'il était ici, nous dirait, et il y a des arguments qui sont tout à fait audibles quand il dit il n'est pas normal qu'un parti avec 25% des voix et 60% des suffrages, il n'est pas normal que le Front National n'ait que 7 ou 8 députés. Tu parles dehors. C'est pas normal. Mais je suis d'accord. Sur la ligne de Bayrou, ce n'est pas normal. Mais Nolo, je suis d'accord. Sauf que c'est les cours de droit constitutionnel depuis 200 ans, ils disent la même chose. On a toujours le choix entre l'efficacité et la représentativité démocratique. Oui. Quand on a choisi, regarde ce qui se passe en Italie, regarde ce qui se passe en Allemagne. Je te ferai pas un cours sur la 4ème République. Tu ne trouves pas que le manque de représentativité commence à peser en France? Si, je suis d'accord. Commence à être un problème. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tous les pays d'Europe sont ingouvernables. C'est une question d'équilibre, c'est très compliqué. Non, mais honnêtement, 25%, c'est quand même pas la mer à boire, quoi. C'est pas la proportionnelle intégrale. Oui, mais dans un débat, dans une législative serrée, alors c'est vrai, je vais aller dans ton sens, parce que je suis vraiment honnête. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le quinquennat et les législatives, après la présidentielle, en général, les gens votent pour le président élu, donc il y a moins de risques de ce que je dis. Je suis d'accord avec toi. Ton honnêteté intellectuelle m'émeut presque. C'est tellement rare. Je suis pas un humaniste, mais je suis honnête. Je voudrais rajouter 2 petites choses. D'abord, ce n'est pas la première fois que Macron a essayé de la faire à l'envers à Bayrou. Ça avait déjà été le cas au moment des investitures pour les législatives, où Bayrou avait tapé sur la table pour obtenir plus de gens. Donc déjà, Macron commençait un peu à lui faire à l'envers. Ensuite, je pense qu'il y a un mauvais calcul de la part de Macron. Certes, il n'a pas besoin de Bayrou et du MoDem d'un point de vue parlementaire, il a une majorité solide, mais déjà que son socle électoral
n'est pas très large, je trouve qu'il le restreint encore en se mettant Bayrou à dos. Moi, Il ne se le met pas à dos, il a ses électeurs. Oui, mais enfin, je ne sais pas si c'est une bonne... C'est pas la quatrième, justement, hein, on n'est pas sous la quatrième, D'accord, justement. mais on voit bien que là, dans sa volonté de faire passer certaines réformes, il se heurte à l'étroitesse de son socle électoral. Je trouve que ça le rend encore plus étroit. Voilà ce que j'avais à ajouter. Bon, n'ajoutez rien parce que vous êtes pratiquement à égalité, donc on va... Je t'accorde 15 secondes, vas-y. Non. Fais une déclaration solennelle. C'est maintenant là de notre débat d'actu. C'est l'événement politique du jour. Le livre de François Hollande, Les leçons du pouvoir chez Stock, est sorti avant de recevoir Gaspard Ganzer, l'un de ses proches, et la journaliste Carole Barjon, qui a interviewé l'ancien président pour l'Obs. Regardez, François Hollande était dès hier soir l'invité du 20h de France 2. Cesser par une décision de renonciation d'être président, oui, c'est douloureux, mais c'était mon devoir. J'ai fait ce sacrifice. Je l'ai fait. Vous dites que c'est un sacrifice. Oui, je l'ai fait en connaissance de cause. Parce que j'aurais pu mettre mon intérêt personnel. J'aurais pu avoir cette obsession d'être candidat pour être candidat, quelles que soient les conséquences. Et à un moment, j'ai pensé, parce que j'étais président de la République, que j'avais un devoir supérieur. Et vous rappelez que Emmanuel Macron ne vous a pas battu, que ce n'était pas un rival. Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Parce que qu'est-ce que ça aurait donné? C'est pas moi qui aurais gagné, c'était pas lui qui aurait gagné. Et aujourd'hui, on aurait un président de la République qui mènerait une politique encore plus dure que celle qui est aujourd'hui. Qui est déjà très dure, c'est ça? Qui est difficile. Alors qu'à mon avis, les conditions économiques ne devraient pas permettre qu'elle le soit pour beaucoup de Français. C'est Carole Barjon et Gaspard Ganzer. On vous a mis Beatles in My Life pour votre entrée. Bonsoir Carole Barjon. Vous êtes chef du service politique de l'Obs et auteur de l'interview parue ce matin. Bonsoir Gaspard Ganzer. Bonsoir. Vous faites partie de la fameuse promotion Cédar Sangor de l'ENA. Vos amis y étaient Mathias Vichra, numéro 2 de la SNCF, dont on parle beaucoup en ce moment, et Emmanuel Macron, dont on parle aussi un peu en ce moment. Vous avez été chef du pôle communication à la présidence de la République française de 2014 à 2017. Vous avez écrit « La politique est un sport de combat » chez Fayard, ce que confirment les amis tous les mercredis soirs. Et vous avez créé votre propre agence de communication en 2017. Vous êtes l'un des très rares à avoir eu accès aux épreuves du livre de François Hollande. N'est-ce pas? C'est vrai. Alba nous a rejoint. Bonsoir. Alors, Alba, que peut-on lire dans ce livre du président Hollande? Écoutez, il y a beaucoup de choses dans le livre du président Hollande, mais on va s'attacher aux extraits lorsque le président Hollande règle ses comptes avec Emmanuel Macron. Alors d'abord, premier uppercut, il n'est pas de gauche. Macron, je cite, Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche, pas davantage dans celle de la social-démocratie, ni même dans une recomposition. Il est à son compte, il a créé une entreprise, il entend la mener le plus loin possible. Voilà ce que dit François Hollande. François Hollande qui ne reprend pas à son compte l'expression président des riches, mais il écrit aujourd'hui ce sont les très riches qui bénéficient de la croissance et des faveurs fiscales. Alors, est-ce qu'il ne l'aurait pas trahi un peu? Alors, il n'emploie pas le mot trahison, François Hollande, dans son livre. Mais enfin, franchement, quand on lit entre les lignes, il dit trahison et il dit surtout menteur. François Hollande relate le SMS de Macron au moment du meeting de la mutualité. Vous savez, alors que les rumeurs vont bon train sur une éventuelle démission et éventuelle candidature d'Emmanuel Macron. Je l'exhorte à démentir au plus vite la rumeur. Sa réponse est nette. Il n'y aurait que de la malveillance grotesque. Bise, quand même le bise. Mais à la mutualité, en présence d'une foule qui scande des Macron président, il s'écrit « Plus rien n'arrêtera le mouvement de l'espoir, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire ». Ça, c'est ce que s'écrit Emmanuel Macron. Effectivement, le doute n'est plus permis, dit François Hollande. Alors François Hollande dit aussi, en reprenant les propos d'Emmanuel Macron, qu'il a été élu par effraction. Oui, que la compétition n'a pas été livrée au grand jour. Selon Hollande, Macron n'aurait pas assumé franchement de le défier. Hollande dit ceci, je sais d'où je viens, à quelle histoire j'appartiens et quelles valeurs je défends. D'autres croient que dans le ciel ne luit qu'une seule étoile, la leur, que tout est affaire de chance et de circonstances et qu'ils ne sont liés à rien ni personne. Coucou Macron, encore une fois. Macron, il est dans tous les chapitres, je voulais dire. J'ai toujours admis la compétition politique, dit François Hollande, mais je pense qu'elle doit se livrer au grand jour. Et convenons que ce ne fut pas le cas. Président, j'ai été celui de tous les Français, mais je n'ai cessé de me situer dans un camp, celui du progrès. C'est ce qu'il a été appelé l'ancien monde. C'est le mien. Il a de l'avenir. Et François Hollande pense que les choses auraient pu se passer autrement. Alors c'est ça, il pense que l'élection de Macron doit beaucoup à un jeu de destin. En fait, François Hollande estime qu'à quelques semaines près, avec l'affaire Fillon, il aurait pu fédérer la gauche.
et qu'il n'y aurait pas eu de place pour l'aventure féerique d'Emmanuel Macron. L'ancien président redit que son bilan est bon, il s'attribue la relance de la croissance et la baisse du chômage. Comme il dit, un président travaille toujours pour son successeur et il hérite de son prédécesseur. Sachez enfin que François Hollande entend toujours faire de la politique. Même quand on ne brigue pas de fonction élective, quitter l'Élysée n'est pas renoncer. Faire de la politique n'est pas forcément solliciter les suffrages. Diriger un parti ou préparer des échéances, ma vie nouvelle me laisse libre de défendre au plus profond de moi-même ce que je crois. Alors, la partie, bien sûr, qui intéresse le plus Éric Zemmour, c'est la partie vie privée. Ouais. J'ai fait un petit clin d'œil people special Éric Zemmour. Julie Grillet est entrée dans ma vie. Le choc fut rude pour Valérie Trierweiler, oui, c'est ce qu'il écrit, François Hollande. Valérie en fut profondément meurtrie. Plus tard, dans un livre dont le succès fut retentissant, elle mit au jour ses blessures et exprima avec ses mots ce qu'elle avait vécu. Ils m'ont fait mal. C'est sans doute son intention, c'était sans doute son intention. Nous avons mis du temps pour échanger de nouveau. Je peux le dire aujourd'hui, dit François Hollande, la tendre et délicate attention de Julie a été, durant ces 3 dernières années, un inestimable soutien. Ouh, je vous vois verser une petite larme. Oui, bien sûr. Bon, allez, je ne sais plus. C'est ce roman. Il y a trop d'émotions. Trop d'émotions, trop d'émotions. sûr. Alors, est-ce qu'il fait bien maintenant de faire paraître ce livre ? Écoutez, moi je pense qu'il en avait besoin déjà pour lui, parce que pour en fait clore le chapitre de sa présidence, parce que beaucoup de choses ont été dites sur cette présidence, notamment par lui, mais il n'avait jamais pris la plume lui-même, et je pense qu'il voulait donner sa part de vérité. Donc c'est d'abord utile certainement pour lui, certainement utile aussi dans une perspective plus historique, parce que il y a un certain nombre de choses dans lesquelles on avait besoin d'explications, et d'ailleurs je pense qu'on les retrouve dans ce livre où il exprime quand même un certain nombre de regrets, ou si ce n'est de remords. Après, ce sont les lecteurs qui jugeront si ce livre était pertinent ou pas. On ne prend pas le risque de faire un bide, vous croyez ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'achèterai pas pour moi parce qu'il me l'a offert. En revanche, je l'offrirai à d'autres, donc on verra. Carole Barjot, vous qui l'avez interviewé, comment vous l'avez perçu, l'ancien président ? Comment vous l'avez... Je dirais comme toujours, François Hollande est toujours très sympathique, très souriant, il fait des petites blagues, il vous met à l'aise, donc extrêmement agréable. Et il est toujours très hollandais, c'est-à-dire que là il avait vraiment un objectif qui était de défendre son bilan, puisque c'est vraiment l'objet de ce livre, et au fond de dire un petit peu que si la France va mieux aujourd'hui, c'est quand même aussi grâce à lui et aux décisions qu'il a prises pendant son quinquennat, notamment en matière économique et sociale. Et au fond, il ne démord pas de là. Donc c'est assez difficile de le faire sortir de... Voilà, quand il y a des choses qu'il n'a pas envie de dire. Manifestement, il y a quand même des questions qu'il n'aime pas. Vous voyez, par exemple, quand on lui demande est-ce que vous n'avez pas sous-estimé l'animal politique Macron, ça lui fait pas plaisir. Quand on parle de Macron comme d'un animal politique, c'est probablement perçu comme trop flatteur. Voilà. Mais il avait un objectif et je crois qu'il l'a rempli avec notre interview et avec son livre. On comprend l'amertume de quelqu'un qui voit les bonnes nouvelles économiques s'accumuler et il pense que c'est grâce à son action et c'est Macron qui en récolte les fruits. Mais enfin, quand même dans le livre, il y a quand même la reconnaissance d'un nombre d'erreurs qui rend le livre un peu difficile à lire parce que c'est un exercice de réhabilitation. En même temps, il dit qu'il n'a pas bien mené l'affaire Leonarda, qu'il a sous-estimé les effets de la différence de nationalité. Bah oui, qu'il s'est trompé de calendrier et de méthode sur la loi de travail, qu'il n'a pas vu venir Macron. Alors Macron, c'est quand même la grande histoire du livre. Et nous, on avait reçu Davé et l'homme ici, donc on a lu tout le livre. Ça couvre l'intégralité du quinquennat. Et Davé et l'homme lui posent au moins 4-5 fois la question. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre le comportement de Macron? Il dit mais non, il sait ce qu'il me doit. Il balaye ça. Moi, je trouve que comme bilan, c'est extrêmement contrasté parce que il met en avant son action économique. En effet, une partie des résultats lui sont imputables. Mais enfin, il reconnaît un tel nombre d'erreurs que je ne sais pas ce que vont en penser les lecteurs à la fin du livre. Mais c'est plutôt sain de reconnaître ses erreurs. Moi, je pense que les hommes politiques souffrent en général de ne jamais reconnaître leurs erreurs. Moi, je préfère ça que faire des mea culpa, dire ce qui a marché. Vous préférez pas qu'ils ne les commettent pas plutôt? Ah bah ça serait mieux. Mais qui ne commet pas d'erreurs? Moi, j'en commets. Ça fait beaucoup là, quand même. Moi, j'en commets beaucoup. Vous, peut-être jamais. Vous avez vraiment. Si beaucoup, mais je suis pas présent dans la République. Non, ça c'est moi. Je commets jamais d'erreur. Non, mais c'est à moins de conséquences. Je suis pas présent dans la République. Oui, bien sûr. Mais je crois que comme ses prédécesseurs, il en a commis, comme son successeur, il en commettra aussi. Et c'est bien de les reconnaître et d'avoir la lucidité de regarder la vérité en face. Juste une petite chose qui n'a pas été dit, c'est que le raisonnement de Hollande sur Macron, il y a un palier de plus, c'est qu'il dit que Macron n'aurait pas été possible sans les frondeurs.
Les frondeurs ont miné son autorité, ont miné le quinquennat et, enfin c'est la théorie de Hollande, je la fais pas mienne, ont miné le quinquennat et ont permis qu'émerge Macron et que l'autorité de Hollande ne permette pas de réfréner son accession. Alors c'est un peu vrai, parce que il faut voir aussi que les frondeurs, ils ne naissent pas comme ça, si j'ose dire. Il y a eu des investitures oui, mais enfin, lorsque François Hollande n'était pas encore président de la République, et c'est Martine Aubry. Voilà, merci. Merci. C'est top Martine, toujours là pour saloper tout. Elle est toujours là. Martine Aubry, mais il ne s'est pas opposé à elle pour les investitures. Il aurait pu revenir là-dessus. Et ensuite, effectivement, il s'est trouvé avec des gens qu'il n'avait pas directement choisis et investis. Ça, c'est aujourd'hui l'émission devrait. Et qui se sont autorisés ensuite à fronder beaucoup. Aujourd'hui, l'émission devrait s'appeler Le Bal des Cocus. Donc, il en veut à Martine Aubry, pardon. Voilà. Donc je disais donc que l'émission devrait s'appeler Le Bal des Cocus aujourd'hui, parce qu'après Bayrou, on a Hollande. C'est quand même la journée. Et évidemment, c'est un peu son triarvélaire. C'est merci pour un moment à lui, quoi. Il était cocu par Hollande et lui, il est cocu par Macron. Bon, à part ça, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Il dit quelque chose de très juste. Quand il dit Macron n'est pas président, il joue au président. Il surjoue au président. C'est très juste. Sauf que il ne s'interroge pas pourquoi Macron est obligé de faire ça. Il est obligé de jouer au président parce que Hollande n'a jamais été président. C'est un vrai problème. On a eu deux types successivement, Sarko et Hollande, qui n'ont jamais été présidents. Sarko était De Funès et Hollande. Non mais c'est vrai. Sarko c'était De Funès à l'Élysée et Hollande c'est Bourvil à l'Élysée. On n'a jamais eu de président depuis Mitterrand. On n'a plus de président. Donc Macron surjoue, ça c'est très vrai, en acteur. Et il en fait des tonnes, parfois souvent trop, Hollande a raison, mais il faut se demander pourquoi. Et alors, maintenant, deuxième chose... Il faut dire qu'il a été aux premières loges, Macron. Évidemment, évidemment. Il surjoue. Oui, il en fait des tonnes maintenant pour rattraper le coup. Il joue au monarque, vraiment. Et maintenant, deuxième chose, moi, ce qui m'amuse beaucoup, il y a une justice immanente. Les socialistes ont imposé le quinquennat avec l'alliance de Giscard à l'époque pour faire la peau de Chirac. Et le résultat, c'est que s'ils avaient gardé le septennat, c'est Hollande qui aurait bénéficié des résultats économiques, parce qu'il a tout à fait raison là-dessus. Il a tout à fait raison là-dessus. C'est lui qui a fait le travail, et c'est Macron qui aujourd'hui, qui en vérité fait exactement la même politique que Hollande, exactement la même, et qui continue et qui va récolter les mérites en fait, qu'il doit au travail de Hollande. Est-ce que la différence, c'est pas que Macron a annoncé les choses et que François Hollande n'a pas annoncé tout ce qu'il allait faire? Finalement, la loi El Khomri, elle est tombée un peu comme ça du ciel, et il le reconnaît. Non, mais les promesses, c'est important, Eric, en politique, non? Non. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. J'ai été élevé par Pasqua. Gaspard, vous qui avez bien connu Emmanuel Macron, vous l'avez pas vu arriver non plus, vous? Je pouvais, comme tout le monde ou la plupart des gens, j'ai pas pu imaginer que, sans avoir jamais été élu, il pourrait être élu président de la République. Il ne croyait pas que même lui, au départ, ne l'a pas eu. Je pense que lui-même, qui est très audacieux, joueur, a d'abord joué et tenté sa chance. Après, il a su la saisir quand elle s'est présentée. Donc moi, pas plus qu'un autre, je ne l'ai pas vu venir. Pour vous, c'est une trahison? Humainement, je pense que ça a quand même été assez rude. Il est incontestable que Emmanuel Macron a manqué à François Hollande à un moment donné. Après, en politique, je pense qu'il ne faut pas avoir de sentiments. Humainement, ça a été plus dur, à mon avis, à ressentir. Parce que c'est ce qui se transparaît dans le bouquin de Hollande. Mais Gonzer, Hollande n'a pas d'affect, il faut arrêter avec ça. Je crois que c'est pas agréable quand même. Là, vous vous trompez, je pense. Mais il s'est fait avoir, c'est pas agréable. Voilà, c'est son orgueil. Mais il n'a aucun affect, ce type. Je pense qu'il y avait un attachement. Je pense qu'il y avait un attachement pour Emmanuel Macron et que il l'a pas vu venir et il en revient toujours pas de s'être fait dérober sa montre. Quand Emmanuel Macron vient lui dire, je vais montrer mon mouvement. Personne se dit, tiens, il y a un truc bizarre. Bien sûr que si. Vous avez été un de ses meilleurs amis. Vous êtes fidèle à François Hollande. Donc vous êtes vraiment entre les deux. Donc vous avez bien vu